Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet très difficile. Je tiens à commencer cette vidéo directement par un trigger warning. Je ne mâcherai pas mes mots aujourd'hui. Le sujet abordé est très difficile à écouter, à entendre, ainsi qu'à recevoir. Et je comprendrai totalement si vous décidez de ne pas regarder cette vidéo. Pensez avant tout à votre santé mentale. Aujourd'hui, je vous accueille en direct de Marseille. Vous avez très bien vu que le décor n'est pas habituel. Je ne pouvais pas attendre pour traiter cette information, ce sujet qui est absolument partout et qui mérite de l'être, parce que nous devons en parler. Nous devons soutenir Gisèle Pelicot. Il n'y a aucune autre personne à soutenir dans cette affaire-là. Nous devons faire changer la honte de camp, comme elle a pu le dire. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire un retour sur les faits, sur cette affaire des viols de Mazan, ainsi qu'une petite explication autour du pourquoi je considère, comme beaucoup de personnes, que c'est réellement le procès de notre société. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que le bruit de la climatisation ne va pas trop vous gêner parce qu'il fait quand même très chaud dehors. Et un tout petit peu désolée d'avoir une voix rocailleuse. Je suis en festival de musique, je suis au Delta, je crie, mais je suis quand même là avec vous. Alors l'affaire des viols de Mazan, déjà pourquoi ce nom? Parce que Mazan, petit village dans le Vaucluse, tout proche d'Avignon, là où les faits qui sont reprochés à Dominique Pelicot, l'ex-époux, je pense que l'on peut utiliser ce terme maintenant, de Gisèle Pelicot, a orchestré ces événements plus que sordides. J'ai pas trop de termes pour qualifier ça, outre vous dire ce musée de l'horreur. Le plus effarant dans cette histoire, c'est comment Gisèle Pelicot a pu apprendre tout ça. Tout a commencé au mois de septembre 2020, lorsque son époux Dominique Pelicot est interpellé par la police après que des vigiles l'aient vu dans un supermarché Leclerc en train de filmer sous les jupes de trois femmes qui, très fort heureusement, ont décidé de porter plainte par la suite, ce qui l'a fait atterrir lui au commissariat en garde à vue. Alors durant cette garde à vue, parce que encore une fois, c'est répréhensible, c'est un délit qu'il a commis, et donc derrière, on se pose des questions par rapport au profil de la personne. Et les policiers ont le droit, et heureusement qu'ils l'ont fait, de fouiller son téléphone. Dans son téléphone, on retrouve très rapidement beaucoup de photos à caractère pornographique ainsi que de vidéos à caractère pornographique aussi, qui viennent d'internet, mais d'autres qui ont l'air d'être faits maison, des spoof movies, comme qui dirait. Bien entendu, ça met la puce à l'oreille à la police et aux enquêteurs qui derrière décident de perquisitionner toutes les affaires de Dominique Pelicot qui pourraient contenir des fichiers de type photo ou vidéo. Donc on a caméscope, appareil photo, bien entendu téléphone comme je vous l'ai dit, ainsi qu'ordinateur. Et en ratissant dans tous ces appareils électroniques-là, c'est pas moins de 20 000 fichiers à caractère pornographique entre Internet et des fichiers qu'il a créés lui-même qui sont retrouvés. Bon, bien entendu, ni une ni deux, on se rend compte qu'on est face à un pervers notoire. On n'est pas sur un cas d'une personne qui, de temps en temps, a envie juste de pouvoir s'astiquer le poireau dans les toilettes au travail et télécharge 2-3 extraits d'un film sur Pornhub ou YouPorn. Non, on est sur le cas d'une personne qui crée des films, une personne qui télécharge énormément de contenu, mais surtout ce qui met la puce à l'oreille aux policiers, même pire que ça, qui les alerte tout bonnement, c'est que dans ces fichiers-là, on retrouve très majoritairement une femme qui semble avoir la cinquantaine, soixantaine, mais qui surtout est inerte sur tous les contenus. Alors quand je vous dis inerte, peut-être que vous ne situez pas ce qu'est une personne inerte. C'est une femme qui, sur ces contenus-là, ne bouge pas lorsque son mari la filme en plein ébat sexuel subi par d'autres hommes. Ce qu'on caractérise donc de viol, ni plus ni moins. Parce que sur les vidéos, on voit très bien qu'elle ne bouge pas, et il y a même plusieurs vidéos où on entend le mari expliquer qu'il ne faut pas parler ou faire moins de bruit pour ne pas la réveiller, ainsi que des ronflements de la femme en question, Gisèle Pelicot, la victime de toute cette affaire, qui sont entendus. C'est le niveau d'inerte dont je vous parle. Vous, en plein milieu de la nuit, après avoir bu 8 verres en soirée. Et lorsqu'au mois de novembre, donc 2 mois plus tard, novembre 2020, il est censé retourner au commissariat et fait croire à sa femme à ce moment-là, Dominique Pelicot, que c'est uniquement pour une question d'administratif, elle est à ses côtés et la police en profite pour lui expliquer tout ce qu'ils ont sous la main. D'un seul coup, ce n'est pas une douche froide, c'est un tsunami qui lui tombe dessus et où droit dans les yeux, les policiers lui expliquent que ça fait entre 8 et 10 ans, après avoir ratissé les fichiers et tout ce qu'ils ont vu, qu'ils savent que son mari la drogue à son insu et la fait violer
par d'autres hommes. Certains visages revenaient sur les vidéos, d'autres ne revenaient pas, mais en tout cas, il y a plus de 80 personnes différentes qui ont pu être vues par la police sur tous ces fichiers-là. Alors derrière ça, je vous mettrai également bien entendu toutes les sources en barre d'infos et je vous invite à y faire un tour parce que c'est on ne peut plus important dans cette affaire que vous écoutiez la parole de la victime ainsi que de sa fille qui a monté une association qui s'appelle M'endors pas, justement autour de la soumission chimique parce que c'est aussi un des nerfs de la guerre de cette affaire. À ce moment-là, la chose la plus importante pour Gisèle Pelicot, ça a été d'appeler ses enfants pour leur expliquer tout ça. Leur expliquer, je viens d'apprendre cela, et bien entendu, c'est toute une famille qui s'effondre. Une famille typique, une famille normale, une famille où parents et enfants étaient proches. Une famille où tout le monde semblait sain, tout le monde semblait bien. Une famille comme n'importe laquelle. Une famille comme vos voisins, une famille comme la famille de votre expert comptable, une famille comme la famille de votre collègue, une famille comme la vôtre. Et à ce sujet, je vous invite à regarder donc dans les sources les interviews de la fille de Gisèle Pelicot qui vous relate directement comment le château de cartes s'est effondré et surtout comment, avec ses frères, ils ont pu gérer ça. Parce qu'ils sont donc 3 enfants dans cette famille. Et si jamais on parle actuellement de l'affaire des viols de Mazan, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le procès a enfin débuté. Au total, il y aurait donc 92 hommes concernés. On parle actuellement de 51 hommes sur le banc des accusés, dont le mari, le chef d'orchestre, le cerveau de la Maison des Horreurs. Et parmi les 51, il y en a déjà 17 qui sont détenus, le reste sont venus comparaître librement. La deuxième raison pour laquelle on parle aussi beaucoup de cette histoire, c'est que pour des affaires très sensibles comme celle-ci, on propose toujours aux victimes, et ici ça a été proposé à Gisèle Pelicot, qu'il y ait un huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de présence de caméra et présence de personnes d'extérieur. Uniquement les prévenus, la victime, les membres du jury, avocats, juges. Point. Ni plus, ni moins. Ce qui a été on ne peut plus fort de la part de Gisèle Pelicot, c'est de refuser ce huis clos. Car comme elle l'a dit, je vous l'ai répété au début de la vidéo, la honte doit changer de camp. Elle n'a pas à se cacher. Elle n'est pas l'accusée, elle est la victime de toute une machination qui a été mise en place pour l'utiliser, asservir son corps et la détruire de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc le fait de refuser ce huis clos, c'est une manière de braquer toutes les caméras sur cette réalité, sur cette question de consentement qu'on abordera un peu plus tard dans la vidéo, sur cette question d'asservissement, sur cette question, encore une fois, du viol, de la place d'agression sexuelle, de la vision que la société presque, on va dire, a sur les victimes ou potentielles victimes dans certaines affaires, où très souvent elles sont placées, on en parlait très récemment par rapport à l'affaire Norman, elles sont placées plus en potentiel criminel au final, alors qu'elles sont victimes. Elles sont forcées de se cacher, elles sont forcées de dénoncer anonymement, mais cette fois-ci, c'est un procès qui, je l'espère, va tout changer, et il y a intérêt. Pour revenir sur les 8-10 ans de souffrance que Gisèle Pelicot a subi à son insu, parce qu'encore une fois, le à son insu est très important dans la mesure où ici, on parle de soumission chimique. Ce que faisait son mari, c'est qu'il faisait un mélange de somnifères ainsi que d'anxiolytiques, donc des tranquillisants très forts, qu'il écrasait dans le café de Gisèle Pelicot, dans sa nourriture, dans ses verres d'eau, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Toutes les doses étaient administrées afin de la sédater, afin de pouvoir la rendre amorphe, afin de la faire dormir et d'en faire ce qu'il voulait. Et donc dans ces moments-là, c'était très simple, il la plaçait dans la position qu'il arrangeait, et des hommes avec qui il était rentré en contact sur un site qui s'appelle Coco, alors ce site a disparu, il allait renaître de ses cendres avec un autre nom, et dans tous les cas, on sait très bien que ces sites-là ne disparaissent jamais, ils sont absolument anormaux et la police devrait leur tomber dessus. Mais donc, des hommes avec qui il a échangé sur ce forum où il avait créé un chat qui s'intitulait « À son insu », venaient à leur domicile et faisait subir tous les types de sévices sexuels qu'il voulait à Gisèle Pelicot. Alors pour toute personne qui aurait envie, comme les commentaires absolument abjects que j'ai pu lire sur certains réseaux sociaux, qui viendraient sous-entendre comment pendant 10 ans elle peut ne pas s'en rendre compte, comment tu peux être sous somnifère et qu'on abuse de toi et tu t'en rends pas compte, comment tu peux avoir aucun souvenir, comment ci, comment ça. Première chose, je pense que personne ne vous a soumis chimiquement. Je pense. Dans un deuxième temps, encore une fois, on évite de se ranger du côté des agresseurs et on essaye plutôt d'aller du côté des victimes parce que ça en montre long sur vous. Dans ces commentaires que vous croiserez sur internet, TikTok, Twitter, YouTube, partout, pensez à une seule chose quand vous voyez ces personnes qui défendent très rapidement Dominique Pelicot ou en tout cas qui enfoncent Gisèle Pelicot, vous êtes des potentiels violeurs.
c'est tout ce que vous êtes, ni plus ni moins que ça. Et il en est de même pour ces hommes-là qui viennent à la barre, tous ces accusés. Certains ont reconnu et se sont excusés et se sentent apparemment coupables de ce qu'ils ont fait. Mais il y en a qui nient, il y en a qui se cachent derrière Dominique Pellicot, il y en a qui disent que non, en fait je pensais participer à un jeu un peu tordu d'un couple libertin, mais c'est très bizarre. Et pour quelle raison c'est très bizarre, je ne les crois pas? Tout simplement parce que ce chat, comme je vous disais, qui s'appelait À son insu. Déjà, première chose, alors bon, encore une fois, chacun ses délires dans la sexualité. Je ne suis pas censée juger tant qu'on est dans le cadre de la légalité, même si ici, justement, ce procès prouve qu'on n'y est pas. Mais toujours est-il que quand la femme n'est pas sur le chat, n'est pas sur le site, et que ça s'intitule À son insu, que tu n'as pas le moindre échange verbal avec celle-ci, tu n'as donc pas son consentement, à mon sens, tu es donc déjà les pieds dans le plat de merde. Puis passons sur tous les détails que Dominique Pellicot demandait à ses hommes de suivre. Il ne devait pas faire de bruit. Il devait se garer sur un autre parking que celui qui était proche de la maison. Il ne devait pas porter de parfum. Il ne devait pas fumer de cigarettes. Il ne devait pas parler à Gisèle Pellicot. En fait, c'est simple, il devait faire en sorte que rien ne la réveille. Et ces hommes-là vont vous expliquer que je pensais participer à un délire libertin. Et c'est là que vient toute la question du consentement. Parce que vous le savez, j'en parle très souvent ici sur la chaîne, la question du consentement est centrale dans notre société, parce que ici, on est dans un exemple même qui reprend un peu une vision très archaïque, très ancienne du couple, cette vision que ces hommes ont eue de se dire qu'il est normal que cet homme que je rencontre, lui, me donne le consentement sur le corps de sa femme, que cette femme-là, je ne peux pas échanger avec elle, car elle est inerte, elle ne bouge pas, même lorsque je la pénètre sans son consentement. Mais lui, cet homme-là, m'a dit c'est bon, donc c'est bon. C'est-à-dire que le conjoint a pouvoir total sur le corps de sa femme. Vous vous rendez compte de la vision archaïque que ces échanges entre ces hommes ont été. Et ce qui est fou, c'est que justement, entre ces auteurs de ces crimes d'agression sexuelle, on a le plus jeune lors des faits qui avait 22 ans, le plus vieux 70 ans, donc on est sur toutes les couches de la société, en matière d'âge, en matière d'origine, ainsi qu'en matière de classe socio-professionnelle. Nous avons des personnes en recherche d'emploi, nous avons des artisans, nous avons des informaticiens, journalistes, nous avons toutes les personnes que vous pouvez croiser dans la rue. Parmi eux tous, uniquement 2 avaient un casier judiciaire qui concernait des faits de viol. Tout le reste était, entre guillemets, blanc comme neige. Donc vraiment, quand on vous dit que not all men, mais bizarrement, il y en a quand même beaucoup, c'est-à-dire que dans cette affaire, nous sommes face à toutes les couches et toutes les représentations de la société. C'est-à-dire que ces hommes sur le banc des accusés qui se cachent très lâchement aujourd'hui, alors que pour répondre à cet appel-là sur le forum, ils étaient courageux et ils avaient des gigas internet, mais ces hommes-là, c'est toutes les personnes que vous pouvez croiser, que vous pouvez fréquenter au quotidien. Et bien entendu, j'ai avec moi la liste de leurs noms parce que la honte doit changer de camp. Il n'y a pas que le nom de Gisèle Pellicot qui doit résonner. Nous avons bien entendu Dominique Pellicot qui est le cerveau de toute l'affaire. Redouane El Farii, Nicolas François, Seyledine Gabi, Cédric Grasso, Paul Grovougui, Nizar Hamida, Quentin Henébert, Johan Kawaii, Jean-Luc La, Philippe Leleu, Jean-Marc Leloup, Christian Lescol, Adrien Longeron, Hugues Malago, Jean-Pierre Maréchal, Simonet Mékénessé, Boris Moulin, Patrice Nicole, Hassan Ouamou, Thierry Parisi, Dominique Pellicot, Thierry Posta, De Mohamed Rafa, Florian Roca, Andy Rodriguez, Lionel Rodriguez, Didier Sambucci, Karim Sebaoui, Grégory Serviol, Fabien Sauton, Ahmed Tbarik, Jean Tirano, Romain Vandevelde, Sandrick Vanzin, Jérôme Villela, ainsi que 32 autres qui n'ont pas encore été identifiés. Nous vivons actuellement dans une société où nous avons l'impression que tout bouge, trop vite peut-être pour certains, que l'on ne peut plus draguer de femmes dans la rue, que l'on ne peut plus rien dire ou plus rien faire sans toutefois être accusé de quelque chose. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus se poser sur les fondements du pourquoi. Les échanges ainsi que les relations et toutes les dynamiques entre les hommes et les femmes ont toujours été inégalitaires. L'égalité homme-femme n'existera jamais. Ce que nous recherchons, c'est l'équité. L'équité, c'est se rendre compte de nos différences, mais faire en sorte de tendre vers des accès qui soient les mêmes
dans la société des jugements qui soient les mêmes, une place qui soit la même. L'égalité n'existera pas, et je vous dis ça pour quelle raison ? Parce que si l'on se place dans une vision cisgenre de l'homme et de la femme, nous avons des physiques qui ne sont pas les mêmes. Nous avons des propriétés qui ne sont pas les mêmes. Une femme cisgenre porte l'enfant, un homme cisgenre ne peut pas. Pour ne vous dire que ça. Donc l'égalité en elle-même ne peut pas être atteinte. Mais l'équité, c'est autre chose. Et quand nous nous battons pour atteindre cette équité homme-femme, on se rend compte aujourd'hui qu'au final, il y a des pensées très archaïques, comme cette manière de penser qui est normalisée par ces hommes. Ce sont des hommes qui ont cette manière de penser, qui ont grandi dans cette société, où ils comprennent que le corps de la femme n'est qu'un objet d'assouvissement, un objet de désir, un objet de plaisir, un objet qui leur appartient. Que ce soit cet homme en couple avec cette femme à qui il a été marié pendant à peu près 50 ans, Dominique Pellicot, ou ces hommes-là qui rencontrent un époux sur un site chelou et qui considèrent que celui-ci peut donner l'aval de tout ce qu'on veut sur le corps de son épouse. On est vraiment au croisement de beaucoup de visions du corps de la femme et de la femme en elle-même qui sont plus tordues les unes que les autres. Et c'est cette même vision qui pousse des hommes qui sont dénués d'utérus à penser avoir leur place dans un débat autour, par exemple, de l'IVG. Parce que les hommes pensent encore aujourd'hui avoir le droit d'avoir un avis, d'avoir une possession sur le corps de la femme. Et cette affaire-là des viols de Mazan est absolument représentative de tous ces problèmes qu'on énonce et qu'on énumère depuis tellement longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut lever le rideau et continuer à faire du bruit autour de cette affaire. Parce que cette affaire va changer énormément de choses par rapport à ces questions-là et surtout par rapport à ces jugements-là quand on arrive au tribunal. Et aussi et surtout quand on parle de ça, de ces jugements au tribunal, sur la question de la soumission chimique. Parce qu'aujourd'hui, dans le code pénal, la soumission chimique n'est pas encadrée. Alors bien entendu, les auteurs de celle-ci risquent une peine d'emprisonnement ainsi que des milliers d'euros d'amende, mais il faut que ce soit réellement encadré. Parce que Gisèle Pellicot a très malheureusement eu un cerveau qui a été, et un corps, rongé par cette omniprésence de drogue dans son organisme. Sa fille a pu expliquer que c'était des absences de sa mère, que c'était du manque de cohérence dans son discours, que c'était des trous noirs dans ses journées, c'était carrément, elle était obligée de ne plus pouvoir conduire parce qu'elle a failli faire plusieurs accidents et donc perdre la vie et manquer de faire perdre la vie à autrui. Et c'était un quotidien horrible pour elle, parce qu'elle allait voir des neurochirurgiens qui n'ont rien trouvé, des médecins généralistes qui ne comprenaient pas, qui pensaient que c'était uniquement une femme anxieuse, une femme stressée, une femme qui vieillissait, et pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, la soumission chimique, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment encadré en France. Et il faut, et grâce à l'association qui a été lancée par la fille de Gisèle Pellicot, M'endors pas, il faut absolument que le combat continue sur cette question du consentement d'un côté avec ce procès des viols de Mazan, mais aussi sur la soumission chimique qui est horrible. Parce que dans la tête des gens, la soumission chimique, c'est uniquement ce dont les meufs de mon âge parlent. Vous savez, ce mec qui va balancer du GHB dans ton verre quand t'es en soirée. Je peux en parler actuellement vu que je suis en festival et qu'heureusement l'équipe du Delta, elle nous fournit ce qu'on appelle, vous savez, des capotes de verre. Donc c'est comme un préservatif, c'est en espèce de latex. Ça recouvre ton verre et tu peux mettre une paille pour pouvoir boire, mais personne ne peut y glisser quoi que ce soit. On pense uniquement à ça avec la soumission chimique. Sauf que la soumission chimique, ça peut arriver dans n'importe quel couple, n'importe quelle famille, n'importe quel groupe d'amis, n'importe quelle dynamique. Et ici, on avait tout qui était réuni, et en plus, on a un profil de criminel qui est très loin de ce que tous les gens ont en tête. Parce que les gens s'imaginent ce profil type, vous savez très bien ce dont on parle, vous avez BFM TV comme moi. Alors qu'ici, on est sur ce père de famille caucasien, blanc, qui habite en France, et qui a osé ces choses-là sur sa propre épouse. Et c'est pour ça que cette affaire est importante. Et c'est pour ça qu'en parler, c'est important. Parce qu'en parler, c'est parler du consentement. Et parler du consentement, c'est on ne peut plus central dans notre société. Parce que aujourd'hui, et vous pouvez tourner sur TikTok et tomber sur beaucoup de témoignages, beaucoup de jeunes hommes ont le recul et la sagesse, parce qu'il faut un minimum de sagesse, même si encore une fois, voilà, c'est à double tranchant, surtout pour eux, mais de se rendre compte qu'ils ont pu avoir des comportements très problématiques dans leurs relations sexuelles avec des jeunes femmes. Je l'ai subi moi-même. Je l'ai subi à 2-3 reprises. J'en parlerai en détail un jour, quand j'aurai envie de vraiment en parler en détail avec vous, afin aussi de pouvoir peut-être vous donner des éléments, peut-être vous faire ouvrir les yeux, je l'espère, ou ouvrir la discussion
autour de cette question aussi du viol conjugal. Parce que c'est ça, c'est totalement ça. C'est le fait qu'on te dise stop parce que tu as mal, parce que tu es pas à l'aise, et qu'il continue. C'est le fait qu'on te réveille avec un acte sexuel alors que tu ne l'as pas demandé, car tu n'étais pas réveillé, car tu n'as pas donné ton consentement. C'est le fait de plein de choses, c'est le fait, par exemple, d'être en levrette et de passer d'un orifice à un autre sans prévenir la personne avec qui tu es en train d'avoir des relations sexuelles, c'est le fait de toutes ces choses-là, et que les gens ont beaucoup trop normalisé aujourd'hui, et on va te dire, ouais, mais vas-y, c'était dans le feu de l'action, ou mais on est en couple, enfin, c'est pas comme ça. Non. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le consentement, c'est je te dis oui du début à la fin. Et cette question-là, il faut qu'on l'aborde. Absolument qu'on l'aborde, qu'on continue à l'aborder, parce que j'ai vu des commentaires beaucoup trop immondes, des commentaires qui vraiment ont fait tourner mon sang. Ça a fait tourner mon sang quand j'ai vu des personnes qui ont osé sous-entendre que l'âge de Gisèle Pelicot faisait qu'elle ne pouvait pas être victime de ces viols. Des personnes qui osaient dire que oui, mais c'est son époux, donc c'est sûr que c'est un délire entre eux. Que peut-être qu'elle veut de l'argent. Parce que vous allez pouvoir peut-être me citer des femmes qui ont été victimes de viols et qui sont devenues millionnaires. N'hésitez pas à m'en citer, je n'en connais pas une seule. J'ai vu des commentaires plus immondes les uns que les autres, et il faut que cette société change. Il faut que cette société change parce que sinon on va continuer à choisir l'ours au lieu de l'homme. Si vous n'avez toujours pas compris pourquoi nous, femmes, avons dit que nous choisirions tous les jours où le soleil se lève, je choisis l'ours au lieu de l'homme. Pour quelle raison ? Parce que l'ours, s'il me tue, c'est parce que soit je suis sur son territoire, soit je lui ai semblé appétissante, soit il a cru que je l'attaquais. Et il va me tuer et ce sera fini en très peu de temps. L'homme, lui, sera vicieux. L'homme, lui, me fera croire qu'il m'aime. L'homme me fera 3 enfants, sera marié avec moi pendant 50 ans, me droguera à mon insu et me vendra à plus de 90 hommes. Voilà ce que l'homme fera. L'homme me torturera. L'homme me poussera presque à mourir sans que j'en sache les raisons. Voilà ce que l'homme fera et voilà pourquoi on choisit l'ours. Également, n'hésitez pas, je vais vous mettre dans les sources un épisode du podcast du Parisien très intéressant qui relie Dominique Pelicot, donc le criminel numéro 1 de toute cette affaire des viols de Mazan, à 2 autres affaires. Une affaire qu'il a reconnue, qui s'est produite à Villeparisis en Île-de-France, pas loin de Disneyland, où il a agressé une agente immobilière qui lui faisait visiter un appartement. Il lui a sauté dessus et il lui aurait... Alors, il n'a pas tout reconnu, il a reconnu le fait d'agression, mais il n'a pas reconnu tous les détails. Elle a expliqué à cette époque-là qu'il lui a sauté dessus, a commencé à vouloir la déshabiller, donc pour l'agresser sexuellement, et a essayé de l'endormir avec, vous savez, ce puissant mélange d'alcool et d'éther pour tenter d'endormir les victimes. Elle a réussi à se débattre et à fuir. Et il a été relié à ça grâce aux empreintes qui ont pu être relevées à cette époque-là et qui ont pu être croisées avec les siennes. Et une autre affaire qui s'est passée dans le 19e arrondissement chez moi, c'est une affaire de meurtre cette fois-ci. Celle-ci, il ne l'a pas reconnue, mais les enquêteurs ne le croient absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur une agent immobilière. Encore une jeune femme qui faisait visiter un immeuble à un homme et que l'on a retrouvé poignardé en plein thorax, retourné sur le ventre, même position qu'il faisait adopter à son épouse Gisèle Pelicot lors de ces viols qu'il orchestrait. Il ne l'a pas reconnu, mais le mode opératoire est absolument le même et ils sont en train, les enquêteurs, de continuer à justement fouiller à gauche à droite parce que il pourrait être au cœur de plein d'autres affaires. Voilà qui est Dominique Pelicot. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas à faire un tour dans mes sources, il y a beaucoup de... choses très intéressantes, de contenu hyper intéressant que je vais vous linker. Je vous retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour un sujet beaucoup plus joyeux, quelque chose à des années-lumière de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon podcast Night Confessions, ainsi que sur Instagram et TikTok. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt mes poulets. Peace guys.